Et on est très heureux de ce soir lancer cette série de webinaires Europe Écologie Les Verts ici en Belgique. Nous serons deux pour animer cette soirée. Léa Charlet, Léa, et moi-même, Bertrand Vert. Et voilà, on sera vos hôtes de la soirée. En fait, on est à la tête d'une liste Europe Écologie Les Verts, Écolo et Groen, qui nous soutiennent aussi, une liste pour les élections consulaires qui auront lieu le 30 mai prochain. Et les élections consulaires, ce sont des élections françaises qui vont nous occuper ici en Belgique et qui s'adressent en particulier aux 250 000 Françaises et Françaises de Belgique. De rappeler aussi que, évidemment, la question climatique qui va nous occuper ce soir, c'est une question qui est sans frontières. C'est une question qui occupe le sommet de l'agenda politique, citoyen, économique depuis de longs mois. Donc, c'était évidemment parmi les sujets qui nous intéressent beaucoup aussi dans le cadre de cette campagne électorale. Et c'est un sujet sur lequel on espère les futurs conseillers consulaires auront beaucoup à travailler pour faire changer, évoluer la façon dont les politiques publiques sont menées, les politiques publiques françaises sont menées ici en Belgique. De rappeler aussi que cet enjeu, donc, on le partage à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, et bien entendu, on le partage entre nos deux pays, la France et la Belgique. On est très honoré ce soir d'avoir des panélistes d'une telle dimension, si je puis dire, donc, avec une ministre, avec une députée, chef de parti, mais aussi et surtout aussi avec une citoyenne. Léa les présentera dans un instant. On voulait simplement aussi rappeler que dans ces questions climatiques, la question de la démocratie, de la façon dont on fait du politique est tout à fait importante. Et c'est aussi pour cela qu'on a souhaité avoir un retour direct d'une grand témoin qui a participé à la Convention citoyenne, qui a travaillé pendant de longs mois en France et à Paris. Et je terminerai avant de passer la parole à Léa, simplement en disant que cette mobilisation autour des enjeux du climat, ici en Belgique, on peut y prendre part, on peut y donner sa part. Nous, groupe Europe Écologie Les Verts ici en Belgique, on participe depuis plusieurs années aux mobilisations climatiques qui ont lieu ici, et on était encore sur le pavé, si je puis dire, récemment, le 25 mars dernier, pour la Grande Marche, pour accompagner la Convention citoyenne. Et on se retrouvera certainement le 9 mai pour une autre mobilisation. Sur ce, Léa, c'est à toi. Merci beaucoup Bertrand. Voilà, encore une fois, je vais juste aller très vite parce que nous intéresse, c'est de vous écouter parler et d'écouter ce que vous avez à dire. Donc on est, comme l'a dit Bertrand, extrêmement heureux et heureuse d'avoir trois super chouettes intervenantes qui vont être là ce soir. Donc on a d'abord Zakia Khattabi, qui est actuellement ministre fédéral de l'environnement, du climat, du Green Deal et du développement durable, si je ne me trompe pas, et qui a été coprésidente du parti écolo de 2015 à 2019. Voilà, donc on est très, très heureux d'avoir Zakia avec nous aujourd'hui. On a ensuite Meriem Almachi, qui est donc députée Groen à la Chambre des représentants, donc qui est, il me semble aussi, chef du groupe parlementaire Groen. Voilà, on est très, très heureux aussi, et présidente du parti Groen également. Et enfin, notre dernière intervenante, Bertrand, qui était au niveau de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, c'est Amandine Rogman, qui est également en charge du groupe de travail Europe de l'association Les 150 et qui est employée du secteur de la culture. Donc voilà, donc je vais présenter très rapidement parce qu'effectivement, on a plein de bonnes questions à vous poser. Donc, voilà. On va d'abord, je pense, laisser la parole un peu à Zakia pour nous faire une petite présentation. Et on écoutera ensuite Meriem et Amandine. Merci Léa, merci Bertrand de votre invitation.
Alors, je vais utiliser les quelques minutes qui me sont imparties, peut-être pas pour, je ne vais pas vous faire l'insulte d'égrener les mesures à prendre. Je pense qu'elles sont connues. Les propositions d'ailleurs que la Convention citoyenne a mis sur la table, voilà, en sont l'exemple le plus criant. Je pense que maintenant, c'est une question de volonté politique. Donc ce que je voudrais faire moi, c'est partager avec vous une conviction qui est en fait au cœur de la stratégie, que je mets en place comme ministre du climat, hein, avec deux pieds, j'ai envie de dire, une stratégie sur deux pieds. C'est la démocratisation du débat et la transition juste, mais j'y reviendrai de manière plus détaillée. Et puis, évoquer avec vous, et alors de manière générale, mais singulièrement dans un contexte d'élection, la relance post-Covid, ou enfin, j'utilise plutôt redéploiement, hein, post-Covid, comme un vrai projet, un vrai programme dans le cadre d'une élection. Voilà, donc d'abord, commencer par des considérations qui, je l'évoquais tout à l'heure, qui sont vraiment au cœur de ma stratégie. C'est de dire que pour chaque problème, il existe une réponse juste, hein, et que la justice, pardon, sociale et la justice environnementale sont indissociables, que leur réalisation nécessite la participation active du plus grand nombre, hein, indépendamment de nos appartenances culturelles, de classe, de genre, etc., mais aussi le développement de solidarité, ici ou ailleurs. Et alors, évidemment, aujourd'hui et demain, ça, c'est une évidence aussi. Et donc, je suis convaincue de la nécessité d'une approche globale de la société en général, mais du changement. Hein, que les enjeux majeurs de notre organisation sociale n'ont de sens qu'envisagés ensemble et à travers leurs interactions. Et donc, j'entends à travers mon ministère, donc climat, environnement, mais vous l'avez évoqué, développement durable. Et donc, ça me permet aussi d'avoir cette approche-là. Et donc, j'entends, moi, articuler à partir de mon département le social, l'économique et l'environnemental, plutôt que de les opposer. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on est quand même à un moment charnière et historique dans l'histoire, j'ai envie de dire, des revendications du climat, parce que, outre le consensus scientifique, il existe un consensus social, sociétal, pour reconnaître l'urgence environnementale, hein, que ce soit le climat et la biodiversité, de manière encore pas assez forte, je pense, pour la biodiversité. On y reviendra aussi, j'imagine, dans la discussion. Et donc, aujourd'hui, il y a un consensus social pour reconnaître la responsabilité de l'activité humaine sur les dégradations environnementales et pour reconnaître, par conséquent, la nécessité de changer de cap. Et donc, je l'ai dit, la législature dans laquelle moi j'interviens, et bon, qui va arriver en France aussi, s'inscrit dans un moment historique, dans une fenêtre d'opportunité politique inédite, qu'elle soit à l'échelle nationale pour ce qui nous concerne et fédérale pour mon gouvernement, puisqu'on a un accord de majorité qui est sans doute qui est sans doute dans le sens, sans aucun doute, le plus ambitieux qu'on a jamais connu. Je l'ai dit, opportunité politique, mais européenne aussi, à travers le Green Deal, hein, parce que je suis une europhile, et mon europhilité, pour le dire rapidement, m'amène à être très critique et exigeante vis-à-vis de l'Europe. Hein. Et donc, le Green Deal, on peut être très critique sur, voilà, parfois, parfois non, sur ce qu'on peut voir comme contradiction entre le Green Deal et la PAC, entre le Green Deal et le Mercosur, etc. Mais pour moi, la plus grande vertu du Green Deal, elle est culturelle. Elle est de nous forcer de sortir des approches en silo, hein, politiquement. J'y reviendrai aussi dans un instant. Donc, je l'ai dit, fenêtre politique inédite, hein, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et internationale. Hein, on le voit, les plus grands pays se prononcent pour la neutralité carbone. Alors aujourd'hui, c'est vrai, ça reste à l'état de déclaration, mais ce sont des déclarations qu'on n'a jamais entendues jusqu'alors. Alors, à nous à faire en sorte que ces déclarations soient suivies des faits. Donc, pour ce qui me concerne, je souhaite profiter de cette opportunité historique pour placer les fondations d'une transformation structurelle, transversale et durable, hein, de mettre en place une véritable gouvernance climatique, de telle sorte qu'elle s'impose aux gouvernements qui nous suivront. J'y reviendrai tout à l'heure, ça a fait l'objet, alors c'est l'objet de la loi climat à l'échelle européenne, c'est la discussion dans les différents États. Alors en Belgique, je vais le dire, je vais être très, très claire et très transparente, il y a peu de chances qu'on aboutisse à une loi climat, puisque vous le savez, ça doit faire l'objet d'une négociation entre les différentes entités. Voilà. Mais partant de ce constat-là, j'ai fait une proposition à mon gouvernement qui l'a acceptée, et donc
pour mettre en place un dispositif de gouvernance pour ce qui concerne les politiques à l'échelle fédérale. J'y reviendrai aussi. Alors, par ailleurs, ce nouveau consensus social m'amène aussi à considérer que le temps du discours technique, le temps de l'expertise scientifique dans le débat public pour convaincre du danger et des enjeux est révolu. Le temps aujourd'hui est, à mon avis, est le temps de l'adhésion et le temps du rassemblement du plus grand nombre autour du chemin à emprunter pour opérer la transformation nécessaire pour répondre aux défis du siècle. Et cette transformation nécessaire, elle n'adviendra que si elle est comprise par tous, d'où l'enjeu de la démocratisation du débat, mais aussi qu'elle est perçue comme légitime et équitable dans les efforts qu'elle demande et dans les effets qu'elle va occasionner. Et donc c'est pourquoi nous avons opté résolument pour la transition juste et pour des dispositifs de mise en débat public à travers des tables climat sur lesquelles que nous sommes en train de préparer, mais aussi à travers une conférence internationale sur la transition juste à l'horizon de la présidence européenne de 2024, mais entre-temps et d'ici là, un débat national sur la transition juste. Ça sont les premières considérations que je voulais mettre sur la table. Alors, j'ai évoqué rapidement tout à l'heure le dispositif que l'on va mettre en place à partir du gouvernement fédéral. Et donc, c'est une feuille de route. Donc, peut-être rapidement, mais vraiment très, très brièvement, le contexte institutionnel. Il faut savoir que la plus grande majorité des compétences environnementales ont été régionalisées. Il m'en reste quelques-unes à l'échelle fédérale sur la mise sur le marché des produits, etc. Mais la plus grande partie de mon job, à partir du fédéral, c'est la coordination, c'est la représentation à l'international et c'est la prospective. Et donc, ça me permet de travailler sur une vraie révolution culturelle. Et donc, c'est dans ce sens. Alors, c'est fort aussi de ma compétence développement durable. Vous savez, 17 objectifs, les SDGs, 17 objectifs de développement durable, qui forcent aussi, en tout cas, c'est l'utilisation que j'en fais, qui nous force à sortir, à sortir des approches en silo, de telle sorte que j'ai mis sur la table une feuille de route en matière de gouvernance. Le gouvernement fédéral s'est donné pour objectif d'atteindre les moins 55%, une diminution de 55% de ses émissions dans ses propres politiques, donc dans les politiques fédérales. Et pour faire cela, il faut pouvoir piloter. Alors, je n'ai pas, moi, à partir de mon département climat, les politiques qui me permettent de l'atteindre. Et donc, mes collègues, que ce soit en mobilité, en finance, pour revoir la fiscalité, etc., vont tous se voir attribuer une feuille de route avec des objectifs qui seront pensés avec eux et avec leurs administrations respectives, avec des timings et un échéancier, de telle sorte qu'on puisse vraiment assumer et assurer un pilotage des politiques publiques climatiques du gouvernement fédéral et ainsi atteindre nos objectifs pour, je l'ai dit, sortir des déclarations incantatoires, aussi ambitieuses soient-elles, à un moment donné, elles ne suffisent plus. Voilà, ça c'était la parenthèse sur la gouvernance. J'ai tellement de choses à dire, il faut que je revoie. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure aussi Alors, vous voyez, il y a du soleil chez moi, et du coup, vous me voyez encore? Je suis une fois dans l'ombre, une fois dans le soleil. Voilà. Oui, on te voit, Zakia. Oui, désolé, le soleil est vraiment... Attendez, voilà, je tourne, voilà. Alors, donc, je l'ai évoqué, donc l'enjeu pour moi, et je pense pour nous, de manière générale, aujourd'hui, il est culturel. On l'a vu, l'expérience française aussi, avec Nicolas Hulot, qui, pendant que lui essayait d'avancer certains objectifs, il y avait un collègue de l'agriculture qui fait d'autres choses. C'est vrai pour nous aussi. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je travaille avec je dois convaincre tout le monde qu'ils sont, comme moi, ministre du Climat. Voilà, mais... Le fait que la note soit passée au gouvernement, cette note de gouvernance, est une première victoire. Mon collègue des Finances vient d'intégrer l'initiative européenne des ministres des Finances pour un financement durable. Voilà, donc ce sont des petites victoires, mais ce sont des victoires importantes parce qu'elles sont culturelles et que donc elles ont pour objectif d'être durables, précisément, c'est le cas de le dire. Peut-être un mot sur la relance post-Covid, qui pour moi est une opportunité formidable dans le cadre d'une échéance électorale, d'imposer une feuille de route. Alors si on tire effectivement les justes leçons de la crise, on arrive à un agenda écologiste, pour le dire rapidement, sans que ce soit partisan. Je ne suis pas dans un propos partisan. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que cette crise nous a mis de la manière sans doute la plus brutale qui nous soit face à nos fragilités.
face aux limites d'un modèle dont on a tous profité, hein, face aux limites de ce modèle dont on a tous profité, mais qui montre aujourd'hui aussi ses limites. C'est notamment la mondialisation, hein. On a tous vu les premiers mois de cette pandémie où nous avions tous, mais pas seulement l'Europe, le monde entier avait les yeux tournés vers la Chine pour les masques, hein. Et donc, nous devons, on peut pas faire comme si de rien n'était. Nous devons tirer la leçon de cette affaire, et la leçon à en tirer, c'est qu'il faut qu'on repense, qu'on relocalise qu'on repense un projet industriel à l'échelle européenne. Notamment, et d'abord sans doute, pour des fonctions, ce qu'on appelle les fonctions vitales, à savoir les enjeux de santé, se nourrir, etc., etc. Ça, c'est tirer une juste leçon. Et il se trouve que c'est ce que les écologistes plaident pour le réancrage de nos économies, pour le renforcement de la résilience de nos économies par leur relocalisation. Et c'est là où on voit que les deux agendas, voilà, se rencontrent, et voilà, plutôt que de s'opposer. Parce que généralement, on voit que dans le débat public, voilà, que souvent on polarise le débat en confrontant l'agenda écologiste à un agenda économique ou autre. Ici, voilà, on a eu des conséquences dramatiques du fait que nous étions tous les clients d'un même fournisseur qui, par ailleurs, hein, faisait en sorte que les produits qui arrivaient chez nous avaient un coût environnemental important. Et donc, l'enjeu de la relocalisation fait écho à des propositions que les écologistes avaient depuis longtemps. Et puis, il y a aussi une autre leçon à en tirer. Alors, on a vu avant, en France, on a vu avant la crise, et puis encore un peu plus après, le désargentement de certains services publics, singulièrement les hôpitaux. Et donc, à mon avis, les deux leçons à tirer de cette crise, c'est l'enjeu de la relocalisation de nos économies pour créer la résilience de nos économies. Et donc, on vient en soutien à nos PME, à nos indépendants, etc., avec ce que ça a comme conséquence environnementale aussi, le fait que les produits ne font plus le tour de la Terre avant d'arriver chez nous. Ça, c'est un. Et puis deux, c'est un réinvestissement dans le service public, tant on a vu le rôle qu'ils jouent et la place qu'ils ont fondamentale dans des moments de crise tels que ceux qu'on a connus. Et donc, je pense, oui, que c'est une réelle opportunité et un vrai projet en tant que tel dans le cadre d'une élection telle qu'elle se présente à vous. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je propose de m'arrêter ici puisque Myriam a moins de temps, et puis d'être disponible pour les questions et revenir avec quelques considérations par après. Je vous remercie de votre attention. Moi, j'étais prêt à t'écouter encore plus, Sakia. J'étais si bien, c'était si intéressant. Bonsoir à tout le monde. Merci Bertrand, Léa pour m'inviter. Je vais au début m'excuser. C'est possible que je dis des choses qui ne sont pas correctes en français parce que moi, personnellement, je suis néerlandophone, mais je suis très heureux d'être invité ce soir pour être ici avec vous. C'est digitalement, mais après Corona, j'espère qu'on n'aura plus de temps pour se rencontrer en real time, comme on dit en anglais. Alors, bonsoir à tous et toutes. Voilà, ça qui a fait c'est pas une introduction, c'est vraiment un deep dive dans le sujet qui est super important parce que la crise climatique, voilà, elle est là. Hein. On commence à vivre le début de toutes les conséquences du changement climatique aujourd'hui. Même ici en Europe, pas seulement dans les autres parts du monde, mais ici en Europe déjà et en Flandre aussi, je vais aborder un peu ce sujet-là. C'est une des crises les plus importantes de notre temps. Hein. Et comme Zakia a dit, nous sommes dans une période charnière et nous sommes dans le gouvernement fédéral à un moment qui est hyper important sur le plan climatique. C'est un défi le plus important pour tout le monde entier, et pour notre pays aussi. Et ça mérite d'avoir une place haute de l'agenda politique, même dans un contexte de Corona. Parce que Corona et le changement climatique, ce sont les deux coins d'une même médaille. Et c'est important d'expliquer aux gens d'où est-ce que venue cette pandémie. Pourquoi est-ce que cette pandémie a eu la possibilité de se diffuser autour du monde si vite
Ça a tout à voir avec la mobilité, ça a tout à voir avec la biodiversité, le manque de place pour la biodiversité qui nous reste sur cette planète. Aujourd'hui, on sait qu'environ 68% de toutes les espèces animales connues sont en train de disparaître ou ont déjà disparu sur la surface de la Terre. On dit que c'est la 6e vague d'extinction et que c'est déjà commencé, qui a de lourdes conséquences pour notre qualité de vie, pour notre bien-être et pour notre prospérité. Et Corona est un symptôme de cette problématique. Il y a la biodiversité, il y a la crise climatique qui atteint cette proportion actuelle à cause du manque de vision d'avenir qu'on a vu depuis des dizaines d'années dans les différents gouvernements ici en Europe, mais dans tout le monde. Les politiques n'ont pas arrêté de refiler la patate chaude, comme on dit en néerlandais. Je ne sais pas si c'est la même chose en français, la patate chaude aux générations futures, car personne n'avait vraiment pas le courage d'avancer des solutions. Il y avait des lobbies forts, il y a toujours des lobbies très forts. Et des côtés des Verts, on s'est organisé mondialement, même comme mouvement politique. C'était très clair dès le moment du rapport de Rome qu'on ne peut pas continuer comme ça. Qu'on ne peut pas continuer à produire et consommer comme nous le faisons actuellement. Le coût pour la biodiversité, pour notre santé, pour le climat est beaucoup trop élevé et ça a un fin. Et c'est pourquoi nous avons mis une véritable action pour le climat en première place de l'agenda dans les négociations dès le début. C'était super clair pour nous que ce pays petite, mais avec une grande footprint, comme on dit, je cherche le mot en français même, avec un poids lourd écologiquement par personne, par tête en Belgique, a une très grande responsabilité pour trouver des solutions pour le changement climatique. Et c'est pourquoi nous avons mis ça sur la table dès le début, qu'on a besoin d'une transition écologique qui est en même temps juste et solidaire avec les gens qui sont les plus fragiles dans nos communautés, ici en Belgique, mais aussi dans des autres pays. Voilà, c'est où on est. On a formé ce gouvernement. Ce n'est pas notre programme idéal, c'est normal, avec 7 différents partis, mais je ose dire quand même que c'est vraiment un changement de politique vis-à-vis les 15 années avant. C'est vraiment une autre manière de regarder aux choses et on a tenté et réussi de mettre les 55% qui, à ce moment, était le but européen dans cet accord gouvernemental. Et ça, vraiment, c'était pas facile, mais pour nous, comme Zakia a expliqué, si on n'a pas cette but-là, c'est difficile de préparer une baromètre, mais aussi une route vers les 55%. Sans avoir cette but, on n'a pas de route non plus. On a vu et vécu ça avant. Et c'est pour ça que pour nous, c'était super important d'avoir cette chiffre-là dans l'accord gouvernemental comme début. Nous sommes toujours ambitieux et on va y travailler, mais pour nous, c'est important que l'Europe montre aussi de l'ambition pour pousser l'agenda dans les pays membres. Et que c'est une transition juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à payer les factures chaque jour. On voit en Flandre, mais en Wallonie aussi, à Bruxelles, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des conditions socio-économiques qui sont vraiment déprivées et qu'on doit trouver des solutions dans cette transition pour ces gens-là, pour leur trouver des jobs, mais aussi pour leur aider d'avoir une qualité de vie qui est bonne durant cette transition. Corona, comme j'ai dit, était un révélateur, tout est lié avec tout. Et c'est comme ça avec le climat aussi. On sait que vivre ensemble avec les animaux sur le même espace qui est limité, qui est cette planète, que ça nous montre des défis. Le manque d'espace, la mobilité globale, il y a beaucoup de défis qu'on doit en penser pour éviter de nouvelles pandémies, si possible, et pour trouver des solutions durables pour changer la situation climatique. Alors, la question principale, est-ce que c'est faisable?
selon nous, et c'est pour ça qu'on est entré au gouvernement, c'est vraiment faisable. Et on voit que les temps sont vraiment changés. On n'avait jamais pensé, vraiment le monde a changé, qu'il y aura un Green Deal. Quand on la mettait dans notre programme il y a 10 ans avant notre programme européen, maintenant c'est la réalité en Europe. On n'avait jamais pensé qu'après Trump, Joe Biden accélérait ses politiques si vite. Alors le monde a changé et tout le monde voit que sauf si nous investissons dans notre économie de manière verte et équitable, probablement l'économie de notre pays restera à la fin du ligne en Europe. Que nous, maintenant, à ce moment-là, quand on est un des plus bons élèves, que peut-être à la fin, dans 2-3 ans, on voit qu'on n'est plus dans le top de l'Europe. Et voilà, c'est pour notre futur, même économique, que c'est important de faire ces investissements. Dans l'énergie renouvelable, on a aussi le ministre d'énergie, Tine van der Straten, dans la rénovation des habitations, dans le renforcement des transports communs, où il y a aussi Georges Chipkinet, il y a aussi les ministres vertes dans les régions, d'écolo du Groen aussi. Et avec Zakia et Tine, nous avons vraiment enfin en Belgique 2 ministres qui sont à la cœur du manœuvre, qui sont vraiment à la cœur du manœuvre et qui peuvent pousser les autres ministres pour changer aussi d'avis et de vision pour la future. C'est pas facile. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour Zakia, pour ce qu'elle fait de jour à jour. Et c'est vraiment le moment charnière, on doit le faire maintenant et on essaie du côté de Groen de l'aider de toutes les manières possibles. Actuellement, on sait que 189 pays ont signé l'accord de Paris. On sait qu'on est ça, ce n'est pas seulement un nombre historique, mais un moment historique, et que la Belgique va avoir encore un rôle important à jouer en matière de solidarité climatique qui ne laisse personne pour compte. Cela vaut pour notre pays et pour l'ensemble des pays européens. Mais plus, les entreprises sont plus que prêtes. On le voit chaque jour. Mais il y a une région qui reste un peu plus, et je vais le dire diplomatiquement, à l'arrière. Et c'est la Flandre. Si nous, entre nous, disons que la crise climatique nous a forcés à changer le cas, malheureusement, en Flandre, le gouvernement a une toute autre vision, refuse de prendre en tête la science et dit, voilà, ça pour nous, le 35%, ça c'est le cas, c'est ça que nous allons faire. C'est comme on dit dans une pleine crise Corona, on n'a que 500 lits dans les hôpitaux et le reste, voilà, tirez votre plan. Et c'est une manière de regarder aux choses qui est de notre âge, mais voilà, c'est ça le positionnement du Flandre. Et quand on voit que Flandre dit notre ambition à nous, c'est 35%, que la France dit 40%, et dans le plan de France, on voit la même chose, ce qui se passe en Flandre. On voit tout le temps que le bilan n'est pas assez pour atteindre même ça, et qu'ils oublient le loi de la physique, qu'ils ne négocient pas avec la politique, et qu'il y a déjà des crises système ici aujourd'hui. En Flandre, la sécheresse est sur le même niveau comme quelques pays africains. En Flandre, aujourd'hui, c'est un désastre pour l'agriculture flamande. Dans l'agro-industrie, avec les élevages animaux, ils ont des élevages si grands et en nombre que leur teneur en azote n'est plus tenable. Il y a le scandale avec les panneaux solaires. En même temps, il nous reste très peu de forêts et il nous manque d'espaces ouverts. Là, on est aussi un des plus mauvais élèves en Europe, idem pour la pollution d'air. Quand on regarde la carte de l'Europe, la Flandre est un point noir. Voilà, la Flandre se montre comme une région noire sur les cartes et des millions de subsides qui viennent de l'Europe, notamment pour augmenter la durabilité de notre économie, on voit qu'ils vont vers des grandes entreprises polluantes. Alors là, on voit que la politique menée par la Flandre,
que c'est une manière de toujours procrastiner, dire bah, la prochaine gouvernement va résoudre ça, ce n'est pas notre problème, mais à ce moment-ci, on a un perfect storm, on voit toutes ces crises. Après la procrastination, maintenant, il n'y reste plus de temps. Et de notre côté, voilà, on dit que parce qu'il nous reste plus de temps, qu'on embrasse le problème et qu'on investit dans des solutions durables qui peuvent aider de mettre notre industrie en forefront en Europe comme un des plus durables et de travailler ensemble avec les autres régions et notamment avec le fédéral aussi. Voilà, je sais qu'en France maintenant, il y a le débat au Parlement sur les nouvelles lois. Je suis très intéressée à voir ce qui serait le résultat. Mais en Flandre, on sait qu'ils n'écoutent pas les autres régions, qu'ils n'écoutent pas ce que le Parlement dit, qu'ils n'écoutent pas tous les gens qui sont actifs comme militants ou dans un groupe ou l'autre sur le niveau local. Mais pire, on voit que les différentes communautés et communes sont beaucoup plus ambitieux que le niveau flamand. Alors là, il y a une chance pour nous de travailler directement avec eux. Et quand on me demande comment est-ce qu'on peut travailler, et comme moi, en étant président d'une partie, ce qui est important, et j'ai vraiment eu ça comme leçon des dernières élections 2019, quand on va dans les communes locales, les thèmes climatiques sont souvent très concrets. Il y a trop de pollution d'une entreprise, il y a beaucoup de zwerfvuil, je cherche le mot, il y a trop d'emballages dans les rues qui sont jetés là. Il y a ce sont des choses super concrètes. Mais au niveau fédéral, dans les élections, ça devient abstract, le climat. Ce qui est important de rendre les choses très concrètes pour les gens. De nouveau dire que, oui, écoute, on respire 16 000 fois par jour. Et quand on sait qu'on est une région noire en Europe, c'est vous et votre santé qui subissent ça. Nos enfants qui ont un appareil contre l'asthme, les miens, c'est ça. Ça se montre comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de lutter contre ça. Et pour moi, en étant président, c'est important de rendre l'abstract très concret. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre vie aujourd'hui? Et en Corona, on voit, par exemple, le fait qu'on n'a plus d'espace ouvert en Flandre, tout le monde va chercher cette petite forêt qui est là et tout le monde s'en va. Et que ça montre qu'il y a beaucoup de pression et qu'on a besoin de plus de forêts et d'espaces ouverts en Flandre. Voilà. C'est une manière de politiser ça et de montrer aux gens que c'est vraiment leur qualité de vie dont on discute. Deuxième chose, il y a beaucoup de motivation quand les choses sont très concrètes chez les gens pour s'organiser digitalement, mais aussi local ou même le niveau plus haut. Et c'est important qu'on soutienne ça et qu'on montre qu'il y a, comme avec les méthodes des Commons, on avait Michel Baume sur notre liste européenne, qu'il y a des méthodes de s'organiser même au-delà des frontières nationales. Et ça change les choses. On a vu avec l'initiative de divestment, même Rockefeller Institute a changé ses politiques. Hein. On a vu que l'IMF en Davos, on discutait ces choses-là. Et ça montre qu'il y a vraiment une plus-value pour rassembler les gens et les mettre en contact au-delà des frontières. Et pour finir, parce que j'ai parlé déjà trop longtemps, il y avait ce blocage de Suez qui, pour moi, était un blocage symbolique, une thrombose symbolique du système de globalisation comme il est aujourd'hui, sans aucune limite sociale ni écologique. Et le système est maintenant si grand et si lourd que ça devient un danger pour le système même. Et je pense que c'est à nous d'utiliser des symboles et les moments comme ça pour montrer que notre monde est vraiment possible, pour utiliser un ancien slogan des Verts, et qu'il y a beaucoup des économistes, beaucoup des entreprises, beaucoup de gens qui sont prêts à le changer et que la lumière à la fin du tunnel, c'est pas si loin
et qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas moi, mais plus de qualité de vie, plus de jobs ici chez nous, avec un income, qui sont payés d'une manière qui est vraiment respectueuse des gens qui travaillent et qu'il y a beaucoup de chances pour changer notre pays, mais aussi d'aider le reste du monde pour avoir une transition juste et battre contre le changement climatique. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je sais que c'est déjà beaucoup trop. Mais voilà. C'est pas la longueur, c'est la qualité de ces échanges. Merem, bedankt encore pour tout ça. Merci déjà aux deux premières intervenantes, Zakia, Merem. On a entendu parler de changement culturel, de transition juste, c'est crucial, évidemment. On a aussi entendu parler de réinvestissement dans les services publics. Et ça nous parle beaucoup, nous, Françaises et Français de Belgique, quand on voit combien est-ce qu'on est laissé pour compte en termes de politique publique, d'investissement de l'État français dans nos services publics hors de France, et en particulier ici en Belgique, dans nos lycées, dans nos services consulaires. Vous avez aussi parlé notamment de méthode des commons, de désinvestissement. Donc, comment est-ce qu'on peut recréer de nouvelles solidarités? Ça nous parle aussi, nous, Françaises et Français de Belgique, de travailler, développer de ces nouvelles solidarités, les réinventer, de travailler à de multiples niveaux. Donc, ça concerne aussi notre action, nous, ici, en tant que futurs élus consulaires. Et puis, finalement, vous avez aussi parlé de mise en débat public. Comment est-ce que chacune et chacun, on peut se sentir investi de cette mission, finalement, de travailler sur aller contre le changement climatique. Et là, je pense que c'est une parfaite transition vers notre prochaine intervenante, qu'on est encore une fois très heureux d'accueillir ce soir, Amandine. Et je me permettrai juste de rappeler encore une dernière chose, c'est que mise sur débat public, question démocratique, ça veut dire aussi que Françaises et Français de Belgique, inscrivez-vous sur les listes électorales consulaires. On va repartager le lien dans la vidéo. Vous avez encore moins de 10 jours pour vous inscrire, pour ensuite pouvoir voter le 30 mai. Donc, inscrivez-vous. Amandine, si tu nous écoutes, the floor is yours. Oui, je vous écoute très attentivement depuis tout à l'heure. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là. Alors moi, je ne suis pas une Française de Belgique, mais vous avez devant vous, je pense, la seule franco-belge de la Convention citoyenne, puisque j'ai la chance d'avoir la double nationalité. Donc, je suis vraiment, personnellement, très heureuse de partager cette expérience avec vous ce soir. Beaucoup de choses aussi, à titre personnel, dans ce que vous venez de dire, qui font écho à mon expérience personnelle, à ma famille. Vous avez cité, je le dis en tant qu'anecdote, comme ça, ce sera fait, l'importance pour la Belgique d'investir dans une économie décarbonée dans le futur. Et voilà, mes parents ont une entreprise en Belgique de matériaux biosourcés, d'isolants pour le bâtiment. Donc vraiment, je vous dis, je suis très très heureuse de vous entendre et d'être là ce soir. C'est un beau lien entre mes deux nationalités. Ce que je voulais peut-être vous raconter et ce qui m'a été demandé, c'est de faire un petit récapitulatif de cette aventure un peu inédite encore en Europe, même s'il y a d'autres formes qui vont émerger sur des sujets parfois similaires ou différents, mais avec toujours des formes spécifiques. Donc en France, on a été tiré au sort à l'été 2019, réunis en octobre 2019 au Conseil économique et social, qui est une des 3 chambres en fait, institutionnelles en France, parfois beaucoup moins bien connue d'ailleurs par les Français que le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est là-bas où on a tenu tous nos travaux et c'est vrai que Madame Almachi, vous me faisiez une très belle transition en parlant en fait de cette importance de traduire le concret, de traduire justement le concret à partir du local et de faire ce lien avec les problématiques climatiques qui paraissent parfois éloignées pour les gens dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Et ça, je pense que c'était vraiment le point de départ et ce qui a cristallisé l'exercice de la Convention citoyenne. C'est que vous prenez des gens qui viennent d'horizons très différents, qui ont une appétence plus ou moins pour le sujet, peut-être une curiosité à la rigueur, ça c'était quand même assez répandu, il y avait peut-être quelques climato-sceptiques, mais peu, et vous essayez de leur expliquer
ce que c'est l'objectif de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour certains, ça ne veut rien dire. C'est des chiffres, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, c'est des effets de déclaration, mais qu'on a du mal à tangibiliser, à rendre concret pour les gens. Et donc, nous, on a été mis dans cette situation, c'est de devoir décortiquer qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette réduction et cet objectif de réduction de 40% qui était celui de la France à l'époque où la lettre de mission de la Convention citoyenne a été rédigée, mais depuis et avec la rehausse de ses ambitions au niveau européen, la France s'est déclarée en faveur également d'une hausse de réduction à moins 55%. Donc, nos travaux seraient même déjà obsolètes, pour ainsi vous dire, et ils sont pour autant pas tous mis en œuvre en l'état aujourd'hui, et tout n'est pas repris dans les discussions politiques et parlementaires à l'œuvre. Donc, on se retrouve tous ensemble avec nos expériences de nos communes, de nos villages, de nos régions, de nos grandes villes aussi, puisque moi, je suis une citoyenne parisienne, donc j'avais ce côté métropolitain, j'apportais une autre, je pense, vision par rapport à d'autres citoyens avec qui je me suis retrouvée en discussion. J'ai été tirée au sort pour faire partie du groupe thématique Consommer, puisque avait été fait le choix méthodologique dans la Convention pour permettre vraiment de rentrer dans le fond des sujets et d'approfondir avec des expertises à chaque fois pointues, de séparer les citoyens en 5 groupes thématiques qui avaient été identifiés comme les groupes les plus, on va dire, les sujets les plus à enjeu en termes de réduction des gaz à effet de serre. Donc vous aviez se loger, se déplacer, se nourrir, produire et travailler, et enfin consommer, qui était le groupe auquel j'étais affectée. Donc pour vous donner quelques exemples, on a travaillé et on a émis des propositions qui sont aujourd'hui sorties dans le débat public et que je pense les citoyens français se sont plutôt bien appropriées, qui sont les mesures sur la généralisation d'un score carbone sur nos produits de consommation pour rendre les gens plus conscients en fait. Quand vous dites très justement le coronavirus va permettre, et on l'espère, de relocaliser, d'arrêter d'avoir des produits qui viennent du monde entier, pour le consommateur, en l'état, ça, c'est pas évident aujourd'hui. Donc nous, on a voulu faire des mesures en ce sens, se positionner sur cet enjeu de lecture, de visibilité, ou encore la réglementation de la publicité, qui était un autre des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et qu'on a poussé. Donc voilà, on avait tous un petit peu, on a développé tous en fonction des acteurs professionnels qu'on rencontrait. Les acteurs professionnels, je le spécifie, divers et variés, c'est-à-dire qu'il y avait un objectif d'avoir une variété de panélistes pour ne pas avoir qu'une opinion, ou parce que, voilà, vous l'avez dit, le climat est un sujet complexe, il appelle un nombre d'acteurs à travailler ensemble qui ont tous des intérêts différents, et donc nous, il fallait qu'on soit capable, dans l'exercice qui était le nôtre, d'entendre aussi bien des représentants de grands groupes économiques, de l'agroalimentaire ou de la grande distribution, que des gens qui étaient qui avaient un engagement associatif, par exemple, très défini dans la réglementation de la publicité, ou dans des ONG beaucoup plus connues. Voilà, donc nous, on a écouté tous ces gens et tout ça, mais avec un objectif de départ annoncé, chiffré, et un engagement politique. Vous en avez parlé au tout début, Madame la Ministre, en disant aujourd'hui, c'est une question d'engagement politique, en fait, parce que tout le monde est plutôt aligné sur le constat, et voilà. Et c'est vrai que ça a été, je pense, ce qui a mis le pied à l'étrier de beaucoup de ces citoyens dans cette convention, c'était d'avoir en face d'eux le président de la République qui prenait un engagement personnel sur cet exercice. Donc ça fait qu'à un moment, même si vous êtes défiant sur la politique de votre pays, votre confiance même dans les pouvoirs publics, et là vous vous dites, bon, ça a l'air sérieux, il y a un engagement fort, le sans filtre qui a fait toute une polémique un petit peu en France, où en fait le président dit « je m'engagerai à transmettre sans filtre vos propositions au Parlement ». Il y a eu des interprétations différentes, on va dire, a posteriori de cette expression, mais ça a été quand même très très fort. En fait, vous imaginez des gens comme moi qui avions eu, je pense, jamais cette exposition médiatique ou cette proximité avec le pouvoir politique, il faut le dire aussi, parce que c'est la question qui m'a été posée pour cette présentation, c'est comment des citoyens peuvent s'impliquer dans la fabrication des politiques climatiques. Et je reviens vraiment sur ce mot politique à juste escient, à bon escient, c'est que c'était un mot qu'on ne voulait pas entendre, nous, au début. Citoyens tirés au sort, on disait non, mais nous, on n'est pas là pour faire de la politique. Moi, je suis là
en tant que citoyen. C'est comme si vous m'aviez convoqué il y a 10 ans pour mon service militaire ou en tant que juré d'assises. Je fais mon devoir de citoyen, mais je suis pas du tout... je viens écouter ce qu'on a à me dire sur le climat, mais je ne suis pas du tout en train de faire de la politique. Il y avait peut-être déjà certains citoyens qui, eux, étaient très politisés, avaient un engagement déjà en tant qu'élus ou autres, qui, eux, étaient à l'aise et maîtrisaient peut-être le rapport de force ou les différents acteurs, mais la majorité, pas du tout. Et petit à petit, il y a eu une réappropriation de ça. C'est-à-dire que moi, la première, à la fin, j'ai dit, mais en fait, ce qu'on fait, oui, c'est de la politique. C'est de la politique au sens du terme, qui est de travailler, en fait, pour la vie de la cité, en fait. Et comment est-ce qu'on vit mieux ensemble et réfléchir à ça, en fait, c'est pas la politique partisane comme on peut la stigmatiser en France parfois. C'est s'investir en fait dans les politiques publiques de son pays demain. Et la cause climatique nous est apparue, quand bien même ça aurait peut-être pas été notre enjeu et notre lettre de mission, nous apparaissait à tous à la fin comme l'enjeu du futur. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de citoyens aujourd'hui qui disent mais moi c'est devenu mon combat parce que depuis que j'ai entendu tout ce que j'ai entendu sur le changement climatique, je n'imagine pas la vie de mes enfants, la vie de mes petits-enfants sans me battre et me mobiliser pour ça et changer mon mode de vie. Donc vous avez cette prise de conscience, je pense, qui est très personnelle par rapport à vous, votre échelle de citoyen dans votre territoire, votre cartographie un petit peu sociale, hein, parce qu'on a été tiré au sort en fonction de notre niveau d'études, en fonction de notre âge, de notre sexe, de nos professions également. Donc vous appliquez tout ça déjà à vous, votre ressenti personnel, et puis ensuite une prise de conscience en effet de la politique publique au sens plus large. Qu'est-ce que ça peut impliquer demain pour nos concitoyens? Et puis, pour finir sur cet enjeu vraiment de comment on met des citoyens dans ce processus de réflexion, la Convention a été plus loin, pour ainsi dire, que ce qui était prévu, puisqu'on a rendu nos travaux et nos 149 propositions dans un rapport en juin 2019 au président Emmanuel Macron. Et lors de la remise de ce rapport à l'Élysée, il nous dit dans son discours j'ai été fortement impressionné par votre mobilisation, le sérieux de votre travail. Je souhaiterais que vous continuiez à suivre le devenir de vos propositions dans le cadre de discussions avec mon gouvernement qui vont préfigurer un projet de loi national sur vos travaux. Et donc là, nous, on se retrouve au sens le plus littéral du terme dans un exercice politique en tant que citoyen qu'on n'avait pas du tout anticipé. On se retrouve pendant 6 mois dans des réunions interministérielles avec tel ou tel ministre, chapeauter des réunions de concertation chapeautées par le gouvernement français pour mettre aussi en dialogue nos travaux avec des acteurs économiques, avec des acteurs des syndicats, etc. Donc là, c'était encore une seconde étape de faire des politiques climatiques au sens très, très primaire du terme. Et de rentrer dans la mécanique aussi des enjeux, des pressions, des rapports de force. Parce que quand on était, je pense, dans le travail de chambre, le travail intellectuel, de réfléchir sur nos propositions, etc., même si on en avait conscience, on n'était peut-être pas dans ce mode d'action-là. Aujourd'hui, du coup, on participe, certains d'entre nous participent à des marches pour le climat parce qu'ils estiment que c'est une manière de défendre nos travaux, que l'activisme, la mobilisation citoyenne et les manifestations sont une manière de défendre. D'autres pensent qu'il y a d'autres manières de défendre nos travaux en témoignant ou D'autres suivent de manière très assidue les débats à l'Assemblée nationale qui ont lieu en ce moment en France. Donc ce soir, en même temps que je vous parle, il y a certains députés français qui ont organisé justement des débats sans filtre, c'est-à-dire que vous commentez en live sur Twitch les débats de l'Assemblée nationale et tous les soirs, ils invitent des citoyens de la Convention pour qu'on commente, en fait, qu'on se retrouve un peu dans un rapport de commentateur sportif, quoi, si je puis caricaturer un peu, sur ce qu'on voit des députés qui sont en train de s'approprier aussi nos travaux, de faire sien leurs arguments, et parfois, il y a un jeu de miroir aussi assez troublant, c'est-à-dire qu'on revoit des débats et des conversations qu'on a pu avoir entre nous. Donc voilà,
Et aujourd'hui, je pense que pour autant, même si on a été proche de ce travail politique, moi j'ai le sentiment de rester quand même une citoyenne et certains d'entre nous vont continuer, je pense, et ils vont aller loin dans un engagement politique, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec une défiance, mais finalement, à la fin, ils vont aussi peut-être s'engager en politique, et je trouve que c'est une très belle réussite de cet exercice, il ne faut pas l'oublier. C'est que, voilà, s'il y a des gens en France demain, des citoyens qui se présentent aux élections régionales, ce qui va arriver, moi je trouve que et avec une diversité dans les partis, je vous le précise, qui est à l'image de la diversité des citoyens, c'est une des plus belles réussites. D'avoir réussi à réintéresser les gens à la chose politique. Et le sujet climatique joue énormément, hein, mais de manière plus générale, je pense que c'est un enjeu et une réussite de cet exercice. Et c'est pour ça que dans les missions aussi qu'on a aujourd'hui et qu'on essaie de défendre, c'est-à-dire défendre la mise en œuvre de nos mesures, mais aussi la défense de cet exercice et de cette forme de convention citoyenne pour qu'elle soit reprise par d'autres pays, pour qu'elle soit reprise au niveau européen, c'est-à-dire qu'on essaie de suivre les discussions sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, quelles sont les modalités de consultation des citoyens qui vont être mises en œuvre ou pas. Voilà, tout ça, on essaye de témoigner et de dire c'est important. Nous, ça nous a changé. On est 150, c'est pas toute la population française, mais on espère que c'est un exercice qui va avoir de beaux jours devant lui. Même en France, on a fait des propositions pour que d'autres conventions soient mises en œuvre et parce qu'on a conscience d'avoir été très chanceux. C'est-à-dire que la qualité des gens qu'on a rencontrés, même des citoyens entre nous. Enfin, je veux dire, moi, j'ai rencontré des gens que dans ma vie de tous les jours, je n'étais pas du tout amenée à rencontrer. Il faut dire ça, il y a peu d'endroits dans nos sociétés où on a l'opportunité, je pense encore, d'être dans cette mixité, d'être dans cette diversité. On a tous voilà, des biais sociaux et une forme de détermination. Et c'est assez rare d'avoir l'occasion de se retrouver avec 150 personnes de son pays qui ont des réalités sociales aussi différentes et ça donne envie de faire société, vraiment, très concrètement et autrement que... Donc voilà, moi je peux juste souhaiter que en Belgique ou ailleurs, ces exercices se multiplient et avec un engagement politique de départ fort, parce que c'est ce que je disais, je pense que c'est la clé. C'est la clé pour que les citoyens se sentent investis du travail qui leur est confié, que ce ne soit pas une énième consultation dont les résultats terminent, je ne sais pas, dans les tiroirs d'un énième conseiller politique. C'est pas ça le but. Je pense que maintenant, les gens ne sont plus dupes et ils attendent vraiment des engagements concrets. Nous, pour vous dire et terminer là-dessus, c'est un engagement en temps et dans nos vies personnelles qui nous a tous bouleversés. C'est pas voilà. Donc, pour qu'on ait mis de cette passion-là, je pense, et de cet investissement tous, c'est parce qu'on y croit. On y a cru et on y croit encore, même s'il y a des fragilités, on pourra revenir dessus. Si vous voulez parler des éventuels phénomènes de déception, revenir sur le sans filtre. Voilà, mais on continue d'y croire et on y a cru, et parce qu'on nous a donné aussi les moyens d'y croire à un moment. Donc voilà, c'est ça les messages que je peux faire passer ce soir et les retours positifs que j'ai envie de faire sur cette expérience. Merci beaucoup, Amandine, pour ton expérience. C'est hyper intéressant, effectivement, hyper inspirant. Je pense que ici, là, on n'a personne de la région bruxelloise, mais au niveau de Bruxelles, il va y avoir une proposition j'ai plus le mot en tête alors qu'on a fait un live dessus, de Magali Plovy, de faire je n'arrive pas à trouver le mot. Des tables citoyennes, hein, des groupes citoyens, c'est ça. Ouais, Magali Plovy nous a beaucoup sollicité ces derniers temps, justement, pour avoir notre retour. On a fait, et je retrouverai le nom parce que là, d'un coup, ça me bloque et ça ne sort plus de mon cerveau. Peu importe, mais voilà. Mais donc, merci beaucoup parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, à mon avis, est retravaillé en Belgique et c'est hyper inspirant d'entendre ça à ce niveau-là. Voilà, donc je sais que comme Myriam, tu disais que potentiellement tu devais partir un peu plus tôt, donc on va essayer de te poser des questions peut-être en premier. Nous, on avait aussi ça nous intéressait, c'est une question en fait qui est un peu
peut vous concerner toutes les trois à différents niveaux. Là, il se trouve que d'habitude, on a beaucoup de panels remplis d'hommes quand on parle de climat. Aujourd'hui, on a 3 femmes. C'est quand même intéressant. Et est-ce que vous pensez en fait, que vous avez en fait une différence d'approche, en tout cas dans l'élaboration des politiques climatiques? Est-ce que, voilà, parce qu'on parle beaucoup d'écoféminisme, on parle beaucoup de féminisme intersectionnel, et voilà, est-ce que vous avez comment dire, voilà, une mouvance de pensée qui vous tient et qui vous aide à créer vos politiques publiques ou vos propositions, en tout cas? Wow, c'est une très bonne question. Évidemment, il y a un lien, hein, bon, je pense que c'est super qu'il y a 3 femmes aujourd'hui dans le panel, et je suis quand même heureux aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent en main les discussions sur le féminisme et la bataille pour l'égalité des droits, parce que c'est comme ça qu'on va gagner la bataille. C'est une question de pouvoir. Et on a vu qu'il y a un lien entre l'exploitation du planète et l'exploitation des femmes. Et on voit même, quand on voit qui sont les premières victimes, que là, même aujourd'hui, on voit dans les pays les plus pauvres que les victimes sont dans la plupart les femmes qui ont le moins de pouvoir et le moins de moyens pour survivre. Et qu'il y a une reportage qui vient, je pense, cette samedi sur la VRT, notamment sur le fait qu'en certains pays en Afrique, à cause de la sécheresse, il y a de plus en plus de nouveau des mariages super, des filles qui sont super jeunes, parce qu'il ne reste aucune solution pour survivre. Et voilà, on voit que la pression sur les femmes, les filles est super, c'est énorme, et que eux sont dans la population qui est concernée, souvent ce sont les groupes les plus fragilisés et la plus surpression à cause du changement climatique. Et que c'est important de savoir que là, il y a un grand défi, mais il y a une vraie chance aussi pour avoir des solutions qui nous aident. On sait, il y a un livre et un projet, peut-être que vous le connaissez, c'est le projet Drawdown, qui a listé 100 solutions pour rétracter le CO2 de l'air. Voilà, ils ont un livre, c'est un projet qu'on peut trouver sur l'Internet, et je pense que dans le top 10 des solutions pour sauver notre climat, il y a l'éducation pour les filles et les femmes. Pas la surpopulation, parce que la surpopulation est un effet de ne pas éduquer les jeunes femmes et filles. Parce qu'ils n'ont pas d'éducation, ils ne peuvent pas trouver leurs propres moyens, travail et tout ça, et ils entrent dans une spirale infernale pour eux, qui est un vrai danger pour leur qualité de vie. On le voit chaque jour dans ces pays. Et c'est intéressant de voir une solution comme ça dans le top 10 d'un projet qui a comme but de rétracter le carbone dioxyde de notre atmosphère. Et ça montre qu'il y a beaucoup de choses à gagner quand on investit dans les femmes, dans les filles, dans tout le monde, et qu'il y a un vrai lien entre l'exploitation de notre planète et l'exploitation des femmes, et que c'est un combat qui a beaucoup d'analogies. Mais je suis heureux de voir qu'il y a des choses qui se passent en Amérique latine, l'Amérique du Sud, en Afrique, où il y a la Fondation Mangara Watai. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais même ici, en Europe, on voit que l'écoféminisme est de nouveau ici. Et je pense que ça enrichit le débat. Je suis pas spécialiste, je ne connais pas forcément toutes les positions qu'ils prennent aujourd'hui, mais on sait que ceux qui sont le plus impliqués par les changements climatiques sont les personnes qui sont le plus fragiles dans notre société, et entre eux, beaucoup de femmes. Et comme ça, c'est un combat important. J'espère avoir répondu à votre question.
Je peux peut-être sur le même sujet. Ouais, merci, sur le même sujet. Donc moi, je suis une féministe revendiquée. Hein, je vous montre. Hein, vous le voyez? Voilà. Hein, je me le suis tatouée et je me le suis tatouée à la fin de mon mandat à la présidence de mon parti. Tellement je me suis rendu compte que dans les plus hautes sphères de responsabilité, là où le discours était le plus ouvert à l'égalité, c'était là où on rencontrait sans doute encore le plus de difficultés. Et vraiment, en 5 minutes, je suis passée devant un tatoueur, je suis rentrée, je l'ai fait. Donc pour dire, voilà. Ceci étant dit, la question de l'écoféminisme, moi je m'interroge beaucoup. Je suis écologiste et je suis féministe. Est-ce que ça fait de moi une écoféminisme? Je ne pourrais pas le dire parce qu'il y a beaucoup de tendances. Et c'est vrai que comme féministe, je me méfie des théories naturalistes, etc., que certains font peser au nom de l'écologie, mais que certains écologistes endossent eux-mêmes. Et donc, moi, je suis parfois, j'avoue, mal à l'aise, jamais avec le volet féministe, plutôt avec le volet naturaliste dans certains, où effectivement, sur base de l'argument de la nature, on fait peser sur les femmes des responsabilités, etc., etc. Enfin, vous connaissez, moi, je suis féministe, et donc de ce point de vue-là, la conviction de la construction sociale de la réalité et donc d'une attribution construite des rôles et des... Voilà. Alors, il se trouve qu'en effet, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, il y a une nature qui fait que je peux porter des enfants et mon mari pas. Donc là-dessus, j'ai aucun problème, etc., etc. Mais partant de là, construire alors, et distribuer des rôles sociaux, voilà. Et donc, parfois, j'ai certaines... Et donc, c'est une vraie question chez moi. Je me revendique écologiste pleinement, je me revendique féministe. Est-ce que ça fait de moi une écoféministe? Voilà, voilà, je renvoie la question. Ouais, effectivement, c'était pour savoir un peu comment vous vous situez et si en fait ça avait un impact, effectivement. Voilà. Ah oui, ça en a un tout le temps. Oui, 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 tout à fait. C'est intéressant par contre que tu le redéfinisses parce qu'effectivement, on a tendance à un peu confondre ce que ça veut dire et ne pas être tout à fait clair sur le sujet. Tout à fait. Et alors moi, je sais que je me suis fort défendue. Donc, voilà, vous voyez les limites que je fais sur l'écoféminisme alors qu'écologie, c'est féminisme. Je me suis beaucoup mobilisée quand, à un moment donné, on a vu fleurir dans les mouvements féministes l'idée que les écologistes, avec leur volonté de revenir à, par exemple, des produits qu'on fabrique nous-mêmes, etc., ont ramené les femmes à la maison. Et partout, maintenant, et d'ailleurs, il est prêt, et j'en fais un copier-coller, je dénonçais le fait que le patriarcat n'a pas entendu les écologistes, hein, et qu'en effet, si aujourd'hui on plaide pour que les gens fassent leur pain ou leur, je sais pas moi, ou certaines font leur détergent et compagnie, il n'y a pas de raison que ce soit les femmes qui le fassent. Ce que l'on défend, c'est l'idée de le faire soi-même et de sortir de l'agro-industrie et compagnie. Ça ne veut pas dire que ce soit pour autant les femmes. Et donc, à un moment donné, voilà, l'argumentaire écologiste a été utilisé comme un argumentaire anti-féministe. Et donc là, il faut tout. Enfin, voilà. Et donc, je dis ça pour nuancer ce que je disais avant, parce que les choses sont complexes. Mais alors, comme Myriam, en effet, on le voit bien, en tout cas moi dans mes compétences, que les femmes sont quand même victimes très fort, et dans les pays du Sud encore plus, que ce soit des choix. Enfin, des enjeux chimiques chez nous, hein, ce sont les femmes qui continuent à la maison à s'occuper du ménage, etc. Et donc, elles sont plus confrontées à la pollution chimique que les hommes, par exemple, mais dans les pays du Sud aussi, hein, les femmes travaillent dans le champ, etc. Et ce sont celles, et sans doute, je fais le lien avec la discussion précédente où Myriam évoquait, et vous aussi, Madame Rochman, la nécessité de partir de la réalité des gens. Souvent, les meilleures propositions et les meilleures solutions aux crises que l'on connaît, notamment écologiques, elles viennent des femmes. Bah oui, parce qu'elles sont dans le concret. Voilà, et puis on a vu que la meilleure gestion du Covid était dans les mains de certaines femmes bien connues désormais. Je peux faire un ajout, Madame Charles? Oui, et après je laisse peut-être Amandine répondre qui peut certainement... Oui, je ne suis pas spécialiste de l'écoféminisme. Moi, je suis féministe et écologiste, comme ça qu'il y a aussi. Moi, je ne crois pas qu'il y a un lien préférentiel biologique, si je peux m'expliquer comme ça, entre une femme et la nature, plus qu'entre un homme et la nature. Moi, je ne pense pas qu'il y a quelque chose comme ça qui nous explique pourquoi les femmes sont plus impliquées. Non. Moi, je crois vraiment, parce que les femmes sont plus nombreuses dans le groupe des victimes du changement climatique, qu'il y a un grand défi de les aider.
démarche pour les femmes pour résoudre le défi climatique, comme j'ai dit avec le projet Dragon. Mais si c'est un vrai débat sur l'essentiel, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que les femmes sont plus sensibles au débat écologique? Moi, je ne crois pas. Je pense que tout le monde, les hommes, les femmes et tous les gens avec un gender fluide, que c'est la même chose, c'est un engagement. Ce n'est pas lié à votre sexe. Je n'y crois pas ça, moi personnellement. Ce n'est pas quelque chose de biologique. Je pense qu'il y a une analogie vers l'exploitation. Ce sont des valeurs du pouvoir contre les valeurs soft. Mais il y a tant d'hommes qui sont heureux qu'aujourd'hui, ils ont des droits comme étant père, de prendre un peu de temps pour s'occuper de ses enfants. C'est aussi pour eux qu'on se bat. Et voilà, c'est une question de valeur. Et de temps en temps, on dit une valeur féminine ou valeur masculine ou masculinité toxique. Ben, ça, c'est une question de valeur, pas de sexe. Et ça, c'est important de faire cette distinction. Ce n'est pas une question biologique pour moi. Voilà. Je vais réagir peut-être du coup juste rapidement. En fait, moi j'étais hyper surprise, mais agréablement surprise quand vous m'avez dit qu'on aborderait cette question ce soir, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elle m'avait à aucun moment traversé l'esprit pendant l'exercice de la Convention. En fait, j'ai l'impression que le rapport sexué, il était très factuel, c'est-à-dire d'emblée de jeu, ça faisait partie des critères de notre tirage au sort. On était 51% de femmes dans la Convention et 49% d'hommes, puisque c'est représentatif de la répartition des sexes dans la population française aujourd'hui. Mais après, dans notre manière de travailler ensemble et d'aborder en fait les enjeux et l'objectif climatique, on se sentait, je pense, tous égaux face aux efforts qu'on avait à faire, face à ce qu'on devait pouvoir fournir pour nous-mêmes dans nos quotidiens, changer les choses. Et très rarement, ça s'est posé. Après, si on déconstruit, je pense, a posteriori, peut-être dans mon groupe consommé, on va se rendre compte que entre femmes et hommes, on n'avait peut-être pas tous les mêmes rapports à la consommation et à la consommation responsable. Mais en tout cas, sur le coup, à aucun moment ça c'est venu. Je veux dire, on était tous tellement tendus vers un objectif commun et au contraire canalisés sur l'enjeu de faire collectif et un seul collectif, je pense on n'a jamais pensé à il y en a un qui a plus de responsabilités ou de compte à rendre à la nature que l'autre. Enfin, et du coup, je suis allée voir la définition d'écoféminisme parce que ça m'interrogeait. Je me sens écologiste et je me sens féministe aussi, mais le mix des deux et le fait de corréler les deux n'était pas évident pour moi. Voilà. Donc je vous le dis, je vous le livre très honnêtement, comme je me suis posé la question avant ce soir. Merci beaucoup, Amandine. C'était vraiment c'est intéressant de voir les différentes perspectives, effectivement, sur ce sujet-là. Je crois que Bertrand a une question maintenant. C'est ça, merci Léa. Et c'est vrai que, comme disait Mérem, l'écoféminisme peut aussi être défendu évidemment par des hommes et c'est important qu'on s'y livre et qu'on s'y engage. D'ajouter peut-être une dernière question pour Mérem, si tu dois évidemment nous quitter. Une dernière question pour toi qui nous arrive de Larry Moffett. Merci pour ça. Et donc, elle concerne, je vais la retrouver, elle est ici. Que peuvent, d'après toi, faire les citoyens, citoyennes bruxelloises, wallonnes, et donc les Françaises et Français qui vivent dans ces deux régions, pour encourager la Flandre à être plus ambitieuse en matière de climat, sans être mal perçue comme s'ingérant dans la vie de la région flamande. Est-ce que tu as des pistes par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut refaire ces solidarités? Comment est-ce qu'on peut retravailler ensemble? Et elle se pose aussi à nous, Françaises et Français de Belgique. Merci beaucoup. Je pense que, merci pour la question, parce que ça montre vraiment, et c'est aussi quelque chose que je peux utiliser dans mes débats avec la ministre flamand, qu'il y a cette ouverture du côté des francophones bruxellois, wallonnes, français, vers la région flamande pour aider la région de changer un peu d'avis. Je pense qu'une pression soft est probablement la manière la plus facile pour changer un peu les choix que le gouvernement flamand a pris,
qu'est-ce qui nous aide? Quand il y a un lien entre diverses communes, peut-être entre Bruxelles et Flandre, qui travaillent ensemble sur le débat agriculturel, bio et tout ça, où il y a des choses qui marchent en Wallonie, en Bruxelles, qui peuvent être transmis comme best practice en Flandre et qui peut changer la dynamique bottom-up. Parce qu'on voit que la Flandre, avec le parti le plus grand, c'est le NVA, c'est un parti nationaliste, qui sont très sensibles quand du côté francophone, wallon-bruxellois, et Zakia va peut-être rire quand je dis ça, qu'il y a plus d'ambition du côté flamand, de cette côté que du côté flamand. Et quand ils voient que les choses sont en train de changer bottom-up aussi, ils voient deux dynamiques, un des autres régions, deux des petites communes, et ils se sont mis entre les deux, ils doivent choisir quoi faire. Et ça peut aider d'une manière soft et constructive de montrer au gouvernement flamand qu'il y a une manière d'entrer dans la transition qui emmène tous les communes, tout le public et qui peut montrer qu'il y a des solutions qui ont déjà être mises en place dans des autres régions d'une manière avec du succès, qui peut un peu adoucir le positionnement du gouvernement flamand. Mais encore plus important que l'effet que ça a sur le gouvernement flamand, c'est l'effet que ça a sur les députés et les membres des communes, parce qu'eux, ils se sentent de temps en temps très isolés. Et quand ils ont des alliés qui peuvent leur montrer « ça marche chez nous, ça marche comme ça aide aussi à eux de se sentir moins isolés et de faire des choses plus ambitieuses. Et après, moi, je crois que le gouvernement va rester sur son île et voir que les communes d'un côté, l'Europe de l'autre côté, les autres régions et le fédéral se sont lancés dans le futur et eux, qu'ils ont fait la mauvaise choix. Et pour nous, ce qui nous aide, c'est qu'ils rentrent dans cette logique plus vite et pas dans 10 ans. Et que cette symptôme de procrastination qu'ils ont montré depuis 10-15 ans, que maintenant on voit la fin de cette rêve qu'ils ont construit pour eux-mêmes, mais qui se réalise dans les différentes crises aujourd'hui. Et ça peut aider si la réalité que quand on fait d'autres choix, ça peut être une bonne idée aussi, vient du bottom-up avec des collaborations entre différentes communes, des gens qui entrent dans des débats, des économistes qu'on connaît côté wallon qui se mêlent dans le débat flamand et tout ça. Ça aide et des nouvelles entreprises qui font des innovations qu'on a besoin d'utiliser en Flandre. Pour finir, il y a le débat sur les panneaux solaires. Maintenant, en Flandre, on est jaloux sur ce que la Bruxelles a fait. Et voilà, c'est important d'avoir les exemples comme ça où ils voient que c'est eux qui restent à côté et pas le reste que le reste avance. Et quand ils ont cette feeling que nous allons manquer quelque chose, un peu comme on dit dans la dynamique sociale, fear of missing out, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Merci beaucoup, Mariam. On a une question aussi après qui a été posée donc, du public pour Zakia. Je vais m'excuser, je dois partir vraiment. Je merci beaucoup, Mariam, en tout cas, d'être restée aussi longtemps. Et, à bientôt et bonne chance. À bientôt, encore une fois. Au revoir. Et merci. À bientôt, Zakia. Merci beaucoup. Salut, Mariam, merci. Et oui, donc Zakia, on avait une question. Donc, une des personnes qui suit la conférence nous a dit qu'en fait, il avait rencontré le commissaire européen au climat, Frans Timmermans, il y a quelques mois et qui était inquiet de ne pas trouver assez de personnel pour les emplois verts de la transition. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour assurer un emploi pour ceux qui vont potentiellement le perdre en fait, dans cette transition?
Merci. Alors moi, j'ai évoqué tout à l'heure hein, le choix qu'on a fait de s'inscrire dans la transition juste. Et je le redis ici parce que précisément, l'idée est bien de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants dans la transition. Hein. On le sait, certains publics sont les victimes voilà, du changement climatique et de ses conséquences. Il ne faudrait pas qu'en plus, ils soient les arnaqués de la transition. Et c'est précisément les travailleurs, etc. Et donc, pour moi, l'enjeu de la transition, c'est un peu à l'échelle où moi j'interviens, comme celle du climat, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble de mes collègues soient responsables. Ici, pour la transition, moi, je veux mettre en place un dispositif, j'y travaille, où je mets autour de la table l'ensemble des politiques et des gouvernements, parce que ce sera une conférence nationale. Ce seront des conférences nationales. Et où, en effet, j'interpelle l'ensemble de mes collègues, les ministres de l'Éducation, les ministres de la Formation, les ministres de l'Emploi, dans ce qu'ils mettent, eux, en place comme dispositif d'offres de formation, d'éducation, etc., pour les métiers de la transition. Ça, c'est notre responsabilité. Et donc, je pense qu'on a fait l'erreur dans les années 90 en Belgique, singulièrement en Wallonie, de passer à côté de la reconversion de nos industries. Hein. Vous avez vu, vous voyez à Charleroi, etc., aujourd'hui certaines zones qui sont complètement sinistrées parce que certains sont restés accrochés à l'idée que ces industries, eh bien, il faut qu'elles continuent à fonctionner comme elles ont toujours fonctionné, sans se rendre compte du changement et donc sans préparer la suite. Et donc, je ne veux pas qu'on fasse la même erreur. Aujourd'hui, j'ai la conviction, alors ça prendra peut-être plus de temps que ce que je ne veux, etc., que l'histoire est en train de se jouer et que le chemin est tracé, c'est celui de la transition. Alors, on le voit pour des raisons nobles ou pas, hein, c'est-à-dire par solidarité, ou si ce n'est pas par solidarité, pardon, ou par responsabilité, si c'est par intérêt, tous empruntent aujourd'hui le chemin de la transition. Ça va devenir le nouveau terrain de jeu économique. Et donc, si on n'emprunte pas aujourd'hui cette transition en accompagnant nos travailleurs, nos entreprises dans leur reconversion, alors on aura raté le défi. Donc, c'est un des enjeux de mon mandat, c'est de construire effectivement des politiques publiques, mais l'ensemble des politiques publiques en écho aux nouveaux objectifs qu'on s'est donnés. Je dis toujours que, pour revenir, parce que c'est aussi ma casquette, le Green Deal, et j'ai un prochain rendez-vous avec le commissaire Timmermans, je lui dirai aussi, je pense que le Green Deal, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, et je le redis ici, malgré les critiques qu'on peut faire aussi sur les contradictions de l'Europe, hein, quand elle se donne des objectifs aussi ambitieux, mais qu'à côté de ça, elle discute du Mercosur, qu'à côté de ça, elle revoit la PAC, elle tire vers le bas les ambitions de la PAC. Donc, je suis très, très consciente de ces enjeux-là et je les dénonce. À côté de ça, pour moi, le Green Deal, c'est un projet refondateur du projet européen. Hein, pour moi, le Green Deal, est au XXIe siècle ce que le traité de l'acier et du charbon a été pour le XXe siècle. C'est réécrire une histoire collective. Ce n'est pas le projet des Verts, hein. Ce n'est pas le programme écologique, c'est la marge de l'histoire si on veut sauvegarder les conditions de viabilité de notre humanité. Et pour ça, mon rôle comme ministre du Climat, c'est de mouiller tout le monde. Ou sinon, ça ne marchera pas. À travers mes collègues, hein, puisque je l'ai dit, hein, si nos universités, si nos écoles de formation professionnelle, etc., ne revoient pas leur programme et leur formation à l'aune du nouveau monde, alors effectivement, voilà, ça ne marchera pas. Et donc ici, en l'occurrence, la discussion, elle est ouverte avec l'ensemble des collègues pour mettre en écho l'ensemble de nos politiques aux nouveaux objectifs qu'on s'est donnés. Il faut de la cohérence et c'est aussi un enjeu démocratique, je pense, fondamental, puisque je crois que ce qui creuse le fossé, et je voulais refaire le lien avec l'enjeu démocratique et ce que Mme Rochman disait, pour refaire du lien entre le politique et le citoyen, mais le politique, j'ai envie de dire, pas au sens partisan du terme, au sens noble, au sens premier, tel qu'il a été vécu dans le cadre de la Convention, c'est qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui comme politique de faire des déclarations et puis de les laisser en état. Pire encore, faire des déclarations et puis faire tout l'inverse. Et donc aujourd'hui, moi j'engage mes collègues à ne plus prendre d'engagement si on n'est pas en capacité de les tenir, de revoir les ambitions à la baisse pour qu'on puisse y répondre, mais d'arrêter de faire du show. Je pense qu'aujourd'hui, tout cela participe trop à un gap fondamental démocratique. Donc, je pense que c'est important. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, Madame Rochman. Je pense aussi, c'est pour ça que moi j'évoquais l'enjeu tout à l'heure de la démocratisation hein, du débat. Ça me permet aussi, l'enjeu pour moi, il est aussi d'aller parler à des publics qui ont toujours été absents du débat climatique. On connaît les bases, les business as usual, hein, les écolos bobos comme nous, les citoyens au capital culturel supérieur, etc. Aujourd'hui, il faut que ça percole
et que tout le monde se sente concerné par cet enjeu climatique, que ce soit à travers leur emploi, etc. Et je l'ai vu, moi, quand j'étais présidente, nous avons gagné toutes les élections, locales, régionales, fédérales. Et donc, je nous ai mis, alors je dis nous avec beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'humilité, parce que c'est aussi poussé dans le dos par une lame de fond, hein, les mobilisations des jeunes dans la rue, les citoyens qui se mobilisent, etc. etc. Mais c'est vrai que ce qui a été le plus efficace, et c'est pour rejoindre ce que disait Myriam El Lepula et ce sur quoi vous abondiez, Madame Angeman, c'est sur la nécessité de faire comprendre aux gens ce que concrètement ça leur apporte. Avant les élections municipales chez nous, il y a eu une grande action de Greenpeace, qui était sans aucun lien avec nous, hein, voilà, qui a fait mesurer la qualité de l'air dans les écoles. Et donc, dans plein de classes, il y avait des appareils pour mesurer la qualité de l'air. Les résultats ont été catastrophiques. Ça a mis les parents face à une réalité concrète de ce que c'est aujourd'hui la pollution de l'air à Bruxelles. Et on a vu tous ces mouvements de fermeture des rues revendiqués par des parents qui n'ont rien d'écolo au sens partisan du terme. Voilà. Aujourd'hui, moi, je travaille, je l'ai dit, une de mes politiques, c'est la politique des produits et de la mise sur le marché. On le voit, les produits chimiques dans les produits de consommation quotidienne sont importants, mais quand je le dis comme ça, les gens ne le perçoivent pas. Quand je mets en avant un exemple d'un produit qui est sur le marché et qui a eu des conséquences sur la santé d'un enfant, alors ça parle aux gens. Voilà, et là, je suis en train de je ne sais plus pourquoi je suis venue là-dessus, donc je m'éloigne un peu. Voilà. Il y a tellement de choses à dire. Hein. Merci beaucoup, Zakia. Mais oui, non, ces enjeux de santé, évidemment, de santé publique, questions environnementales, elles sont tout à fait cruciales. Et de rappeler les nombreuses batailles qui ont été menées ici en Belgique, à Bruxelles, dans lesquelles on a pris notre part, notamment au conseil communal quand on y siégeait encore tous les deux, Zakia, et que ça fait déjà plusieurs années, au moins 6 ou 7 ans, si ce n'est pas 8, qu'on interpellait déjà sur ces questions de qualité de l'air. Mais juste, je me permettrai, avant de laisser de nouveau la parole à Amandine, peut-être que tu pourrais, il nous semble hein, que tu as rencontré les autorités françaises ici en Belgique il n'y a pas très très longtemps, Madame l'ambassadeur ou l'ambassadrice, et pour le coup, peut-être que vous avez échangé, peut-être que vous avez eu quelques idées de savoir comment est-ce qu'elle, à son niveau, mais aussi les services publics ici en Belgique, pourraient avoir quelques idées, nos lycées français, tu parlais de formation justement, pour qu'on puisse prendre notre part. Ça, c'est peut-être pour plus tard si tu veux y revenir. Et j'enchaîne tout de suite sur Amandine, parce qu'effectivement, Amandine, on a une série de questions pour toi tout à fait intéressantes. Première chose, c'est, on en a beaucoup entendu parler dans le débat public. Nous-mêmes, notre parti Europe Écologie Les Verts, qui est un parti aujourd'hui d'opposition de gouvernement, on a tout à fait bien accueilli, on a supporté le lancement de cette très belle convention citoyenne. C'est un formidable outil démocratique. Cependant, on fait partie de celles et ceux qui sommes extrêmement déçus des quelques résultats qui ont pu avoir lieu. Je crois que vous avez fait plus de 140 propositions et au final, relativement peu, si c'est vraiment pas grand-chose, ont été repris dans cette loi climat qui est en cours de discussion. Une question qui nous arrive ici des personnes qui nous ont suivis, c'est quelle déception et comment du coup rebondir par rapport à cette convention citoyenne. En quoi est-ce que toi, Amandine, est-ce que cette convention vous a déçu pour le coup et comment est-ce qu'on pourrait voir relancer, donner une perspective? Deuxième aspect, c'est quel avenir pour la participation citoyenne en Europe? Il semblerait que vous travaillez du futur en Europe. Voilà pour les deux aspects de cette question. Merci beaucoup, Amandine. Les deux composent un vaste sujet, donc je vais essayer d'être brève pour pas trop déborder sur le temps imparti. Concernant le phénomène de déception, sur l'avis du groupe des 150, il y a eu une note qui a pas mal défrayé la chronique en France, puisque lors de la dernière session de la Convention, on nous a demandé, et là je tiens à préciser, en fait il y a une mauvaise interprétation de la plupart des médias, on ne nous a pas demandé de noter Emmanuel Macron et son gouvernement, on nous a demandé de comparer entre l'écriture de nos propositions et le projet de loi qui est en discussion en ce moment, et de noter objectif de mesure par objectif de mesure en fonction de ce qu'on estimait être entièrement repris ou pas.
Et donc, il ne s'agit pas d'une note, enfin, on ne se permettrait pas, je pense, aujourd'hui, c'est pas notre rôle de donner une note à notre président de la République. Donc, nous, on était là pour évaluer factuellement un travail, et de ce point de vue-là, voilà, le chiffre parle pour lui-même, la note moyenne est assez médiocre, et donc la déception, je pense, de la plupart des citoyens est réelle. Après, moi, à titre personnel, j'ai pas du tout envie de me complaire dans un phénomène de déception, en fait. Parce que je me dis, si on commence comme ça, et ben peut-être on n'avance plus, en fait. Je veux dire, je trouve que c'est une alternative qui, à la fois, est peut-être juste, mais qui, moi, n'est pas celle que j'ai envie de privilégier aujourd'hui. En fait, je suis pas du tout déçue à titre personnel. J'ai vécu une aventure citoyenne incroyable. J'ai l'impression d'avoir contribué à produire un projet de loi qui n'aurait peut-être pas existé en 2021 dans mon pays. Enfin, des sujets qui étaient peut-être présents, qui auraient émergé différemment. J'ai l'impression... Donc, je veux dire, parler de déception globalement au regard, en fait, de ce qu'on peut-être ce qu'on arrive à modestement à avoir fait avancer. Je parle du phénomène convention citoyenne, hein. Je ne parle pas de nous parce que c'est un ensemble, ça va avec une médiatisation, ça va avec un calendrier politique. On a rendu nos conclusions après les élections municipales, le lendemain du résultat des élections municipales en France. Donc il y avait la vague verte, il y avait la sortie de la crise Covid. Et cette convergence, en fait, pour les gens entre réalité économique et réalité écologique, impératif du changement. Donc, il y avait aussi une écoute qui était là et qui a fait qu'on a pu émerger. Mais pour moi, je ne peux pas assimiler ça à de la pure déception. C'est pas... en fait, j'ai juste envie de continuer. Et je pense que c'est le sentiment global des citoyens, c'est continuer le travail, continuer à convaincre ce pourquoi nous, on a été convaincus, et dire ce changement, il est possible globalement, comme vous l'avez très bien rappelé au début de votre intervention, Madame la Ministre, et ça m'a fait plaisir, parce que nous, ça a été un peu le message qu'on porte depuis le début, c'est dire notre rapport, et ces 149 propositions, pour être exact, Monsieur Vert, est un rapport systémique. C'est-à-dire, si vous prenez une partie et vous dites « Ok, ça on le fait à fond, mais par contre le reste poubelle », et bien en fait, vous perdez la cohérence de l'ensemble, vous perdez la manière dont on a essayé de penser vraie transition écologique, mais transition sociale en même temps. Et donc, en fait, vous risquez de maltraiter, je pense, la matière et la cohérence qu'on a voulu. Donc, c'est pour ça que je suis hyper sensible à ce que vous dites sur cet impératif de globalité qui, politiquement, est aussi difficile. On le voit en France, du coup, quand Madame Pompili a été nommée, donc votre homologue en France, on a dit, voilà, vous allez être le numéro 2 du gouvernement pour essayer justement, je pense, de donner cette assise globale aux politiques climatiques au sein du gouvernement, mais ce n'est pas gagné. Nous, on l'a vu autour de la table, on voit ce que c'est des arbitrages ministériels sur certaines mesures, on a vu comment chacun pouvait défendre des intérêts assez différents. Mais voilà, moi je suis tout sauf déçue en fait, parce que j'ai envie de dire, sinon on n'avancerait pas. Moi j'ai envie de continuer à avancer, j'ai envie de pousser des choses. Je me rends compte que par exemple la 5G, en France, donc on a demandé dans nos mesures un moratoire sur le déploiement de la 5G. Et depuis que cette proposition est sortie, tout le débat public en France s'est emballé sur la 5G. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens qui s'y intéressaient avant, mais c'était quand même une niche de spécialistes ou de gens qui étaient très sensibles aux ondes, on va dire. Et là, depuis, je pense que vous demandez à un citoyen français aujourd'hui, vous dites, vous avez un avis, vous savez ce que c'est la 5G, tout le monde a à peu près un avis sur un volet différent, que ce soit cybersécurité ou quoi. Mais au moins, ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de Français qui ont envie de se poser la question. Et moi, je considère que ça, c'est incroyable. Je me dis, il y a 5 ans, peut-être on déployait la 4G, personne ne s'interrogeait sur le bien fondé de déployer un nouveau réseau numérique. Aujourd'hui, les gens se posent la question. Donc moi, j'ai le sentiment de quand même voir des progrès qui ne vont pas assez vite, et d'avoir juste envie de les encourager et de les accompagner du mieux que je peux, en tant que citoyenne de cette convention, qui me donne une voix peut-être un peu plus distincte que mes concitoyens qui n'auraient pas été tirés au sort, mais voilà. Donc non, mitigé sur la déception, et très rapidement sur l'Europe, c'est quelque chose qu'on voudrait pousser. Après, nous, en tant que 150 citoyens français, on n'a pas non plus une légitimité pan-européenne, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut aller rapporter notre expérience à l'Europe, dire nous, en France, ça a fonctionné comme ça. Ils ont déjà d'ailleurs auditionné également les comités
organisateurs, les animateurs, le comité de gouvernance, Laurence Tubiana, qui était une des coprésidentes, qui est quelqu'un qui est très investi, qui est à la tête de la Fondation européenne pour le climat. Donc ces connexions et ces discussions, elles existent sur comment, quels sont je pense, les best practices à prendre et à peut-être essayer d'implémenter dans un exercice européen qui forcément sera plus compliqué, portera peut-être pas que sur le climat, d'après ce que je comprends, enfin voilà. Mais nous, on a envie d'apporter ça, notre témoignage, et peut-être même plus d'aider à convaincre d'autres États membres de l'utilité de cet exercice. Pour moi, l'enjeu, je le vois surtout là, parce que je pense que l'Europe a compris qu'il fallait à un moment impliquer les citoyens pour qu'ils se sentent déjà européens, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. On disait le climat, c'est une réalité un peu floue pour les gens, mais alors l'Europe, je pense que c'est parfois encore plus... voilà. Mais non, moi, je suis convaincue que, par exemple, une convention citoyenne sur l'Europe, ça a peut-être du sens. Je veux dire, les gens, il faut essayer de leur faire comprendre aussi ce que c'est et les valeurs qu'il y a derrière ça. Donc, mais on a eu une audition avec le président du Parlement européen jusqu'à maintenant, et des discussions avec le cabinet de Clément Beaune, qui est le secrétaire d'État français en charge des affaires européennes, parce que, comme vous le rappeliez, nous, ce n'est pas la présidence en 2024, mais en 2022. Donc, c'est plus avancé que la Belgique, et il y a cet enjeu qu'on nous a beaucoup rabâché en disant on va en faire un axe fort de la présidence française à l'Europe en 2022. Donc, nous, on est là, ok, très bien. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez vraiment mettre en œuvre nos mesures qui impliquent un changement de législation européenne à ce moment-là? Est-ce que vous allez les faire atterrir à ce moment-là? Donc nous, on est aussi vigilants au fond. Mais pour l'instant, malheureusement, en France, je n'ai pas l'impression que l'échelle du climat européen soit sur le devant de la scène médiatique, parce que comme il y a ce projet national de loi climat, je pense que ça accapare toute l'attention et que les gens ont un petit peu de mal à regarder en dehors des frontières nationales pour l'instant. Et nous-mêmes, on a du mal à faire le lien parfois entre le Green Deal, entre les objectifs qui nous ont été fixés en tant que citoyens de la Convention. Parfois, on se dit, mais comment tout ça peut s'articuler? Donc voilà, on essaye, mais on n'a pas non plus... la question a été posée comme si on était impliqué dans les discussions sur la conférence de l'avenir pour l'Europe. Si je vous ai laissé entendre ça, malheureusement, ça n'est pas exactement le cas. On aimerait bien, on espère qu'on aurait quelque chose à apporter, mais voilà, on reste attentif plutôt pour l'instant. Est-ce que je peux juste ajouter un élément, c'est en entendant ta question, Bertrand, sur l'enjeu de la participation citoyenne, etc. Moi, je suis ravie d'entendre ce que vous dites, Madame Rojman. Je pense que notre agenda politique n'est pas celui de la Convention. Alors, il se trouve que l'objet des discussions nous sont chers, et donc, effectivement, on est sans doute plus attentif que... Mais je pense qu'on ne doit pas se tromper sur ce que c'est. Moi, donc en Belgique, il y a une expérience, c'était le G1000, hein, il y a quelques années, où en effet, on a mis autour de la table des citoyens dans un grand, qui ont discuté de plein de sujets. Et puis, quand on a eu les conclusions, je dois dire que j'étais très déçue, dans le sens où je me suis dit, tout ça pour ça. On met des citoyens autour de la table et c'est pour qu'ils nous sortent les mêmes énormités que ce que les politiques sont en train de mettre en œuvre. Et je le dis vraiment comme je l'ai vécu. Alors que je pense, et c'est aussi dans l'ADN, j'ai presque envie de dire. Enfin non, je ne dis pas dans l'ADN parce que je ne suis pas une naturaliste et pour moi, il n'y a rien dans l'ADN, enfin, si ce n'est voilà, une code génétique. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que la participation, j'y suis très sensible. Mais à l'aune de cette expérience, je me suis rendu compte que c'était une instrumentalisation que je faisais d'un outil démocratique à des fins, alors qu'en soi, l'exercice est une finalité en soi, quel que soit le résultat. Et donc là, en l'occurrence, c'était sur... il y avait un gros débat à l'époque, c'était le gouvernement d'Elio Di Rupo, sur le fait de ne plus permettre de rester chômeur à très, très, très longue durée, puisqu'en Belgique, il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de... Et là, la proposition qui était sur la table, issue des panels citoyens, était la même que celle qui était sur la table du gouvernement. Et ça m'avait beaucoup fâché. Et donc, je me suis rendu compte là que j'avais un biais et qui instrumentalisait et qui ne voyait pas l'outil comme une fin en tant que telle, mais bien comme un instrument au service d'un projet que moi je sers. Voilà. Et donc, je pense à ça, Bertrand, quand tu disais ce que vous n'avez pas été, je pense que toi, tu es déçu, je le comprends, mais j'étais ravie d'entendre la réponse de Madame Rojman parce qu'à mon avis, vous avez bien saisi, et donc vous, à moi de nouveau, vous me confortez et vous me confrontez dans parfois ce qui sont des biais, alors en tout cas, en l'occurrence, chez moi singulièrement. Voilà.
Mais votre intervention, elle fait référence à un exemple très concret qu'on a vécu, qui est l'héritage de la taxe carbone, en fait. Enfin, donc en France, la Convention citoyenne est née de la polémique sur la taxe carbone et des gilets jaunes. Et donc, on est arrivé avec ce fantôme qui planait au-dessus de nos têtes. On s'est dit, est-ce qu'on n'est pas convoqué pour légitimer un truc qui, politiquement, n'est pas passé et a créé des émeutes incroyables? C'est pour ça qu'on nous convoque en nous disant réconcilier écologie et lendemain économique. Les fins de mois et fin de voilà, oui, exactement. Fin de mois et fin de, oui. Et donc ça, c'était un peu le truc qui planait. Et en fait, très vite, du coup, il y a eu un effet rejet des citoyens. Les citoyens ont dit, il est hors de question qu'on aille là-dessus parce que c'est potentiellement ce qu'on voudrait nous imposer. Et même si à un moment du débat, on a été capable d'en comprendre l'intérêt en termes de réduction des gaz à effet de serre, que je nie pas. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait quand même un fondement, et il y a un fondement scientifique de cette approche, mais qui a été très mal amené. Et en fait, nous, on s'est dit, c'est incompatible avec notre mandat. Et de toute façon, on n'est pas là pour faire passer des choses, comme vous le dites, politiques qui ne seraient pas passées avant. Et c'est pas pour autant que dans ce qu'on a proposé, il n'y a pas des anciennes propositions qui ont été faites par des partis politiques. Moi, j'entends des députés tout le temps qui me disent « Oui, mais nous, ça fait 10 fois qu'on a proposé ça en commission, qu'on se le fait refuser. » Je dis bah, « Ok, très bien, on n'est pas là, nous, pour réinventer, mais profiter de l'opportunité. » Ça revient sur la table par le biais de la Convention citoyenne. C'est peut-être une autre ouverture pour vous défendre ce... En fait, on n'a jamais eu la prétention de réinventer l'eau chaude. Franchement, jamais. Non, mais c'est vrai. Le climat, il y a des spécialistes, des politiques, des ONG qui travaillent là-dessus depuis des années. Nous, on a juste dit à un moment, en tant que citoyen français, dans le contexte qu'on vit maintenant, qu'est-ce qu'on pense le plus acceptable et le plus cohérent pour changer la société et opérer cette transformation un peu de fond et arrêter le truc... le maquillage, quoi, un petit peu esthétique, où on touche un truc par-ci, un truc par-là. Et donc, nous, c'est ça qu'on s'est demandé. Donc, votre exemple, on l'a vécu. Voilà, juste. Mais effectivement, merci beaucoup. Je trouve ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que vous avez fait de la politique au sens propre, mais effectivement, ce n'est pas partisan, donc c'est logique. Je pense que ce qui est décevant, je pense, pour une partie des Français, c'est que vos propositions étaient extrêmement politiques et il y en avait plein qui étaient super. Et effectivement, on aurait aimé, nous, en tant que partisans, du coup, vraiment avec ce côté volontariste, on aurait aimé les voir tout arriver parce qu'on voit bien que, comme tu dis, elles ont été pensées en globalité pour que rien ne soit laissé au hasard. Et c'est ça qui est un peu, je pense, frustrant, en tout cas, de loin. Et que moi, je suis assez impressionnée, en fait, en vrai, que tu sois aussi motivée pour continuer, parce que je trouve que c'est... moi, je pense que je serais extrêmement frustrée, extrêmement énervée, donc je trouve que c'est assez ouais, enthousiasmant et ouais, inspirant, si on peut le dire, de voir que les gens continuent sur ce sujet-là. On va clôturer, parce qu'on est déjà un peu en retard, et du coup, vraiment, merci beaucoup pour ce super chouette débat et super chouette conférence. On était hyper heureux de vous avoir les trois ici. Voilà, on va rapidement vous dire 2-3 trucs parce qu'effectivement, ça rentre dans un cadre de lancement pas de lancement, mais comment dire, de cycle d'élection en France. Donc, je vais laisser Bertrand vous expliquer les dernières choses qui sont juste des petites formes de forme. Mais voilà, merci encore d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Léa. Oui, exactement. Très rapidement, des aspects plutôt techniques qui sont, première chose, de rappeler aux Françaises et Français qui suivent ce séminaire, qui vont le revoir en ligne, inscrivez-vous sur les listes électorales jusqu'au vendredi prochain, le 23 avril. Ça prend moins de 10 minutes. Vous avez le lien qu'on va partager dans cette vidéo. Et ensuite, on débattra, on parlera de fond. Et dernier élément, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On aura d'autres rendez-vous qui vont arriver. On va faire une grande conférence sur les questions de mobilité, de transport entre la France et la Belgique et encore plein d'autres sujets. N'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, Léa, tu as le mot de la fin. Merci beaucoup encore. Super, merci beaucoup. Et on va du coup terminer ce petit webinaire et je vais fermer le Merci de votre invitation. Live. Bonne campagne. Ouais, merci à tous. Ravi d'avoir été avec vous. Bonne soirée. Oui, moi aussi, merci.